Est-ce que vous ressentez parfois de l'anxiété, de la dépression, un vide comme ça qui s'installe à l'intérieur de vous, une perte de sens? Ça me semble assez normal, vu la période qu'on traverse. Et c'est précisément la conversation qu'on va avoir avec Gwenaëlle Perciaud, qui est une psychologue clinicienne, une psychothérapeute, qui est une formatrice, que j'ai déjà reçue sur le podcast et vous aviez adoré l'épisode sur les blessures d'attachement. Mais cette fois, on va parler du vide, de ce vide et de la perte de sens. Comprendre d'où ça vient, mais surtout, comment on peut le gérer. C'est une conversation qui est évidemment hyper intéressante. J'imagine que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan. C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Grégory. Je pose systématiquement la question, mais je pense qu'elle va prendre encore plus de sens dans notre conversation aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va plutôt bien, malgré l'époque vachement challengeante et difficile. Mais étonnamment, ou même peut-être grâce à ça, je me sens bien. On va en parler. Ah, c'est intéressant que tu dises grâce à ça, tu vas bien. Sur ton bouquin, donc on va parler de perte de sens, de dépression, de solitude, qui sont des sujets alors, qui ne sont pas très joyeux a priori, mais qui sont essentiels parce qu'on est très nombreuses à les ressentir, parfois de manière quotidienne, parfois de manière épisodique. Pourquoi tu commences le livre en parlant du vide intérieur en particulier ? Le sentiment de vide intérieur, c'est d'abord un ressenti qu'on a tous à un moment ou un autre de notre vie. Hein. On dit que c'est quelque chose d'existentiel, dans le sens que c'est inhérent au fait d'être là. Et on peut pas traverser la vie sans avoir des moments où on se sent dans ce mal-être lié à un sentiment de vide, déjà. Et puis, j'ai voulu en parler là maintenant à travers ce livre parce qu'on est dans une société où c'est encore plus fort que probablement lors des décennies précédentes. Et j'avais vraiment envie de parler du sentiment de vide individuel, hein, parce qu'évidemment la société est d'abord composée d'individus, mais aussi le vide qui est propre à notre façon de vivre en fait, hein, à notre manière d'être ensemble. En sachant que l'un majore l'autre, c'est-à-dire que si je me sens vide, je vais aussi amener ce vide dans l'énergie collective, on va dire. Et puis l'inverse est vrai aussi, hein, avec une société que je dis souvent un peu avec des valeurs en toc et hors sol. Ça n'aide pas les individus à se sentir à l'inverse plein, vivant, vibrant. Donc je trouve que c'est un sujet qui a toujours existé, hein, d'une part, mais qui est peut-être encore plus fort et résonnant en chacun en ce moment. Et surtout depuis 2-3 ans, avec la crise majeure qu'on connaît tous. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'avec le développement, pardon pour cette phrase, avec le développement du développement personnel, je m'excuse par avance, on a l'impression que tu vois, tout est sur tes épaules, c'est-à-dire... si t'arrive des trucs difficiles, tu peux en faire quelque chose, ça veut dire quelque chose pour toi. Si, j'en sais rien, il se passe si, bah, juste respire, ça va aller mieux, etc., etc. Et au final, ce que tu dis, c'est que la société, elle est un peu dysfonctionnelle. Donc, en fait, ne pas se sentir bien dans cette société, c'est quasiment un signe de bonne santé, quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah oui, hein, y a une phrase qui est très connue de Krishnamurti qui dit... que se sentir mal dans une société malade, c'est effectivement signe d'une bonne santé psychique. C'est pas exactement la phrase, mais en gros c'est ça. Et oui, complètement, parce que en ce moment beaucoup de gens vont mal, et c'est en ça. Tout à l'heure je disais que je me sentais bien quelque part grâce au mal-être collectif. Je veux pas dire que je me nourris du mal-être collectif, mais ce que je voulais dire par là, c'est que on est dans une crise majeure qui était là avant les quelques années qu'on vient de passer. Hein. Tout ça était déjà préexistant. On n'a pas attendu le Covid pour aller mal. Mais là, c'est tellement intense que quelque part, ça nous met au pied du mur. Ça nous met vraiment au pied d'un mur où il est écrit il va falloir changer, les gars, sinon on va tous y rester. Hein. Et je parle de la crise climatique, bien sûr, mais aussi de la crise économique, la crise de sens général, qui a lieu beaucoup dans nos pays occidentaux, mais pas que. Et dans ce bouquin, j'ai voulu beaucoup parler aussi de l'aspect sociologique en fait de la souffrance et du sentiment de vide.
Parce que parfois, on surpsychologise le mal-être des personnes. Hein. Donc moi, je suis quand même psychologue à la base, donc j'ai avant tout cette lorgnette-là, bien sûr. Mais à un moment, c'est une histoire de bon sens. Hein, de voir que beaucoup trop de choses reposent effectivement sur les épaules des individus aujourd'hui. Hein. On parle beaucoup de ce qui repose sur les épaules des femmes, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les hommes et de manière générale sur les individus que nous sommes, où on a comme une injonction impossible en fait, hein, donc paradoxale, d'aller bien quoi qu'il arrive dehors. Hein. Sauf que ce qui se passe dehors est quand même extrêmement effrayant de peur, d'injustice, de non-alignement des choses, etc. Et de dire, en gros, voilà, respire, va apprendre la cohérence cardiaque, va faire 2-3 stages, va voir quelqu'un, hein, l'injonction de aller voir quelqu'un, ça, c'est terrible celle-ci. Et puis ça ira mieux. Ben non, en fait. Hein. Le bon exemple, c'est le burn-out. Hein. On a inventé ce mot il y a quelques années. D'abord pour désigner l'épuisement professionnel, puis après pour désigner l'épuisement parental. Mais avec ce sous-entendu que c'est pas l'employé ou la mère de famille qui... enfin, c'est pas, non, à l'inverse, c'est pas l'employeur ou la société qui vont mal, c'est l'employé ou la mère de famille ou le père de famille. Et c'est à eux de s'occuper d'eux. Qui s'organisent mal, voilà, hein, et en gros, soignez-vous, éventuellement prenez quelques pilules, et puis revenez vite travailler et faire votre job, quoi. Bon, ça c'est ce que j'appelle les dérives de la psychologisation. Et mes confrères sociologues voilà, œuvrent là-dedans depuis très longtemps, mais je crois qu'au niveau de la société, il est vraiment temps qu'on ait une vision plus intégrative, plus globale. À mon sens, tu vois, cet échange qu'on a là, c'est extrêmement important pour aussi soulager les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il y a tellement cette tendance de dire que c'est ta faute, c'est toi, tu sais, cette société très individualiste finalement, et qui fait partie du problème, hein, t'en parles d'ailleurs, et on va y revenir juste après, qu'on a l'impression qu'on doit résoudre les problèmes par nous-mêmes. Et au final, ce que tu décris, c'est que en fait, cette solitude, ce vide, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social parce qu'il y a des pertes de rythme, parce qu'il y a des pertes de repères ancestraux, parce qu'il y a les pertes de la communauté proche, parce qu'il y a une hyper-optimisation de tout, etc. etc. J'aimerais bien que tu me parles de ça, cette perte de rythme, cette perte de repères, la perte de communauté, parce que c'est des éléments qui me semblent vraiment essentiels pour après structurer la discussion. Et après, on rentrera sur ça veut dire quoi, le vide, etc. Mais ce qui m'intéressait d'abord, c'est tout ce phénomène social. Ben, on n'a jamais eu autant de dépression et de troubles anxieux que depuis quelques décennies. Et c'est pas parce qu'on les mesure aujourd'hui alors qu'on les mesurait moins avant. Hein. C'est très clair. Et les chiffres ont d'ailleurs doublé depuis 3 ans. Hein. On parle de 2 Français sur 5 qui vont mal en ce moment. Hein. Et quand on dit qu'ils vont mal, c'est pas juste qu'ils sont un peu ronchonchons le matin. Hein. On parle de troubles psychologiques, voire psychiatriques. Et ce mal-être, en fait, il est effectivement, pour moi, la conséquence d'un système général qui dysfonctionne gravement, avec une perte de beaucoup de choses, de déconnexions majeures. Pour moi, les déconnexions majeures, si je devais en lister 2 principales, c'est la déconnexion d'avec les autres, hein, du tissu social, de la tribu d'antan, et la déconnexion du sacré. Hein, donc ça, j'en parlerai peut-être aussi, le côté, la déconnexion de notre nature profonde. Mais si déjà on reste sur le côté social, c'est une évidence que de génération en génération, là, depuis, on va dire, l'après-guerre, on a perdu le tissu social qui est pourtant la base de l'humain. Hein, on le sait, moi j'ai beaucoup étudié avec la théorie de l'attachement, qui ont fait l'objet de mes 2 premiers bouquins. On sait que l'humain, l'être humain, c'est avant tout un animal qui a besoin des autres pour vivre. Et que sans cela, peut-être on survit, mais dans quelles conditions, et voire même on meurt. Hein. Donc on a besoin les uns les autres. Et aujourd'hui, on a beaucoup remplacé des rituels de vie, des manières de vivre, comme, je sais pas, les bistrots d'antan, les fêtes de village, les rites de passage aussi, hein, qui ont été préservés encore dans plein d'endroits du monde. Hein, mais chez nous, on a perdu ça depuis déjà un bout de temps. Et on a remplacé ça par les smartphones, la course, effectivement, optimisation du temps, les exigences qui sont multiples à tous les endroits.
Et tout ça, en plus, en perdant de vue cette nature profonde qu'on est aussi d'être sacré. Hein, ça, c'est pour moi la deuxième grande connexion. Donc tout ça, forcément, il y a un moment, on paye un peu le prix de cette manière de vivre, issue des 30 Glorieuses, où à l'époque, globalement, tout allait bien, hein, on pouvait s'illusionner. Et là, quelque part, on a un beau retour de bâton. Mais quelque part, moi, je m'en réjouis entre guillemets, mais les guillemets sont importants, mais dans le sens que si on n'a pas un moment une crise majeure, on ne va pas changer. Parce que l'humain est un être aussi paresseux, qui n'a pas envie de changement. Hein. On déteste ça, hein. L'inconnu est difficile. Et on a besoin de quelque part d'électrochocs parfois pour se remettre en question. Et c'est en ça que la crise actuelle est là pour nous éviter le pire. Ça, c'est une phrase de Christiane Singer, hein, une grande dame. Pour moi, c'était un ange descendu sur Terre, cette femme. Hein. Je vous invite vraiment à lire ses livres. Et elle a écrit notamment un livre, c'est un recueil de ses conférences, mais qui s'appelle « Du bon usage des crises ». Et elle dit qu'elle a acquis la certitude au long de sa route que les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Dans le sens qu'à un moment, oui, il va falloir vraiment se remettre en question. J'ai vu cette stat dernièrement. Alors, c'était aux États-Unis, c'était pas en France, sur les personnes avec qui tu passais du temps. Et en fait, tu vois au cours de la vie, donc jusqu'à 20 ans, tu passes du temps avec ta famille, évidemment, parce que c'est tes parents. Enfin, pour la plupart des gens, hein, évidemment, c'est une moyenne. Et en fait, au fur et à mesure, 20, 30 ans, tu passes du temps avec tes amis. Jusqu'à 35, tu passes du temps avec ton conjoint, ta conjointe. Et en fait, la courbe de « je passe du temps seul », elle augmente de manière complètement folle, en fait. Et finalement, on se rend compte que les gens, ils passent du temps seuls parce que qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, ils passent du temps sur Netflix, ils passent du temps sur leur téléphone. Et c'est très étrange parce que quand tu dis aux gens que finalement, ce qui est extrêmement important dans la vie, c'est les relations, ils le savent tous, on le sait tous. Mais quand après, tu fais le compte du temps que tu passes vraiment avec les gens qui ont changé ta vie ou qui ont un rôle important dans ta vie versus le temps que tu passes tout seul, finalement, c'est très étrange. Et de manière plus générale, tu parlais de l'après-guerre. Moi, j'avoue un petit souci avec les familles nucléaires, donc papa, maman, les enfants, parce que en fait, ça fait depuis 70 ans qu'on vit comme ça, quoi. C'est post-guerre. Et en fait, je trouve que c'est un modèle qui met énormément de pression mentale à tout le monde et qui fonctionne pas très bien, ni pour les enfants, ni pour les parents, parce qu'en fait, et on le dit pas assez, je trouve que c'est très compliqué d'élever des enfants à deux, en fait. Enfin, je sais pas, ça a jamais vraiment été fait avant dans l'humanité. Alors avant, c'était par contrainte financière, mais aujourd'hui, du coup, on essaie d'élever des enfants à deux, mais en fait, ça marche pas du tout. Enfin, et ça génère pas mal de divorces, ça génère pas mal de crises, etc., etc. Il y a ça aussi que je trouve vachement intéressant. Oui, on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Et dans plein d'endroits du monde, c'est encore le cas, heureusement. Mais malheureusement, le modèle occidental est quand même le modèle dominant, hein, qui s'étend de partout. Et en ça, c'est dramatique. Après, pour revenir à ce que tu dis sur ces stats qui montrent qu'on passe beaucoup de temps seul, c'est aussi parce que être avec les autres, c'est à la fois nécessaire pour notre équilibre psychique et en même temps, c'est difficile. C'est pas simple non plus, hein, d'être confronté avec les autres, que ça soit mes proches, mes amis ou mes voisins, ou aller rencontrer des gens inconnus en sortant de ma zone de confort, par exemple, et en allant faire, je sais pas moi, des stages ou des voyages, des choses comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du défi, en fait, dans le fait d'oser la rencontre avec l'autre. Parce que c'est par la rencontre avec l'autre que tu vas aussi te rencontrer toi-même. Donc, quelque part, rester sur ton téléphone ou devant ta télé, il y a une sorte de confort. De confort. Terrible, hein, délétère, toxique. Mais n'empêche que sur le moment, au moins, mon cerveau est en mode vide, justement. Hein, on y reviendra. Et donc, je n'ai pas à faire cet effort d'être avec l'autre, avec tout ce qui peut me renvoyer d'inconfortable parfois. Hein. C'est confrontant, l'autre. Mais en même temps, on est quand même là sur cette planète
pour avancer. On n'est pas juste là pour se reproduire, produire et se divertir. Hein. On est là pour aller beaucoup plus loin que juste ça. Dans ce que tu dis, il y a un truc qui a résonné chez moi, mais tu vas me dire c'est sans doute faux. Mais tu sais, on parle beaucoup des personnalités toxiques. Et dans la manière dont tu le décris, je me dis, ce qui a résonné en moi, c'est, en fait, si ça se trouve, la personne la plus toxique pour moi, c'est moi-même. Dans le sens où, quand je reste tout seul avec moi-même, bah, finalement, c'est assez toxique. Tu vois, si je m'enferme sur moi, bah, en fait, ça me fait pas du bien du tout. Et même l'inverse. Oui, absolument. Surtout s'il y a eu des choses difficiles dans l'enfance, qui ont créé des zones de souffrance, de l'anxiété ou de la tristesse, tu vois, ou de la rage, des choses comme ça. Et si je suis seule avec ça, ça va plutôt s'empirer. Hein. En tout cas, pas se résoudre tout seul. Hein. Moi, je connais personne qui peut apaiser ses propres souffrances seul. Ça n'existe pas. Hein. Il faut passer par le stade de la relation aux autres, d'abord pour mieux se connaître, voir justement les zones qui sont souffrantes, et après, par cette relation-là, être aidé en fait, hein, pouvoir pleurer dans les bras de quelqu'un, pouvoir être en colère contre quelqu'un, pouvoir dire qu'on est angoissé, etc. Et peut-être plus tard, quand on a une structure psychologique un peu moins abîmée, on va dire, en gros qu'on va mieux, pour dire simplement. Moins fragile, ouais. Là, après, peut-être qu'on peut envisager peu à peu de par soi-même d'avancer. Hein. C'est la voie spirituelle, c'est la voie des yogis, qui est très réelle, évidemment. Mais parfois, il y a une forme de contournement spirituel à croire que seul, je vais y arriver. Je vais méditer sur mon zafu toute la journée, ou je vais partir 3 mois en Inde, et puis je vais revenir tout neuf, tout blanc, tout pur. Bon, bah, c'est une illusion. Hein. On est là pour expérimenter la matière, le réel, et l'autre, c'est le réel. Hein. L'autre, c'est notre petit maître. Hein. C'est Louis Fouché, ce médecin philosophe que j'adore, qui dit que l'autre est notre petit maître, et que par le conflit, hein, qui est toujours souhaitable en fait, hein, la guerre n'est pas souhaitable, mais le conflit est souhaitable, on grandit. Parce que l'autre me met dans des zones de tension, de friction. Hein, et c'est sûr que du coup, c'est plus facile de rester devant la télé ou devant le téléphone. Mais on n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là juste pour traverser l'existence en mode robot dissocié, et en se disant, bah voilà, j'ai fait ma vie. Hein. Ça amène justement au vide, en fait. Hein. Ça amène aussi à ce qu'on appelle communément la crise de milieu de vie, hein, typiquement 40-50 ans, où on a passé une première partie de sa vie à réaliser un certain nombre de choses, hein, faire des études, à trouver un boulot, construire une famille, partir en vacances l'été, payer ses impôts, etc. Enfin, remplir un peu la checklist, notamment la checklist qu'on avait à 20 ans, partiellement. Et puis on arrive à 40-50 ans, pour beaucoup d'entre nous, en se disant « Ok, et maintenant, so what, quoi, hein, c'est quoi la suite ?» Bah, la suite, pour moi, c'est le vrai défi de l'existence. En fait, on n'est pas là juste pour remplir une checklist, quoi. On est là pour beaucoup plus que ça. Et là, ça devient psychologique et spirituel. Et puis surtout, en vivant de cette manière-là, on ne dit pas bien. C'est-à-dire qu'on est justement en dépression, on se sent seul, on n'a pas de sens, etc. Donc du coup, c'est même pas une vie qui serait agréable. C'est pas une porte de sortie très agréable au final. Ben, en fait, ça va l'être pendant un temps, mais il y a un moment, ça ne va pas suffire. Et heureusement que ça va pas suffire. Sinon, ça voudrait dire qu'on est juste des robots, tu vois, comme dans certains films, hein, qui ont été faits, où on fait les choses avec une routine, métro, boulot, dodo, et puis on va se coucher, et puis voilà. Ben non, on n'est pas juste ça. Hein. On est bien plus que les êtres névrosés qu'on est la plupart d'entre nous, parce qu'on a tous vécu des trucs difficiles. La guérison, c'est pas juste... tu vois, avoir une vie à peu près confortable. Non, la guérison, pour moi, c'est devenir soi-même, en fait. Donc, ça va au-delà. Et c'est en ça que la crise de milieu de vie, c'est un cadeau. Vivre une dépression, parfois même majeure, hein, ou des troubles anxieux majeurs, c'est aussi l'opportunité d'être face à ce défi existentiel qui est « pourquoi je suis là, en fait ? C'est quoi le sens ? Maintenant, je fais quoi ?» Et d'ailleurs, du coup, pour toi, c'est ça la fonction de la dépression, ou la fonction du vide, c'est justement de cette remise en question profonde ? Oui,
Et pour moi, la fonction de tous les troubles psychiques, donc les plus communs et les plus répandus, c'est la dépression et l'anxiété. Mais je pourrais aussi inclure des troubles plus rares et plus graves, comme les troubles borderline, les troubles du comportement alimentaire, voire même la schizophrénie. Mais si j'en reste à l'anxiété et à la dépression, pour moi, la fonction de ces épisodes-là, qui peuvent être vraiment douloureux, qui peuvent plonger les gens dans des moments très noirs, c'est justement ça. C'est de les plonger à ces endroits-là, quelque part de les coincer entre guillemets, mais dans un objectif de dépassement de nos simples névroses. Alors qu'est-ce qu'on appelle la névrose, peut-être c'est important que j'explique. La névrose, c'est quand on a vécu des choses pas simples, et on en a tous vécu, et qu'on a refoulé ça, et qu'on se dit mais non, je suis pas triste, mais non, je suis pas en colère, mais non, ça va aller, et puis je vais continuer avec un masque social, le persona, comme dit Jung, et je vais faire ce qu'on attend de moi, ce que la société attend de moi, et ça va aller. Mais en attendant, je peux me sentir mal par moment, je peux me sentir coupable, je peux avoir aussi des douleurs somatiques, etc. Mais on peut avancer toute une vie comme ça, en fait. Et ça, c'est quelque part la psychopathologie de la moyenne, c'est-à-dire que la plupart des gens, on vit comme ça. Et beaucoup d'auteurs comme Jung, par exemple, mais bien d'autres aussi, ont dit que Maslow aussi, Abraham Maslow, qui était un grand maître de la psychologie humaniste, disait que on doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin que simplement être pas trop mal, en fait. On doit actualiser notre plein potentiel. Et Maslow disait qu'on a tous en nous une tendance à l'auto-actualisation de notre potentiel, c'est-à-dire que on a tous en nous, en fait, des besoins d'accomplissement, de transcendance, d'accomplir ce pourquoi on est là, en fait. Donc, ça peut être spirituel, mais même avant d'être spirituel, c'est aussi tout simplement accomplir ce qu'il y a de plus beau en nous. Et on a tous un talent particulier. Donc, par exemple, ça peut être aller jusqu'au bout de ma compétence d'écoute de l'autre. Ou mon talent de sentir la terre et d'y faire pousser des magnifiques carottes, par exemple. Ou encore d'être ingénieux et de trouver des solutions qui vont faciliter la vie des gens. Ou tant d'autres, en fait, talents. Et ça, tu vois, on n'est pas encore dans la sphère de la spiritualité. Là, on est juste dans l'idée qu'on a tous en nous quelque chose de beau, d'unique, qui fait que si on n'était pas là, on manquerait, en fait, à l'humanité. Et d'accomplir ça, pour moi, c'est bien au-delà que de simplement avoir une vie à peu près correcte, quoi. Et puis après, tu peux aller plus loin sur sur un côté spirituel, sur le fait qu'on retrouve notre nature profonde d'être tous reliés les uns aux autres. Et en fait, quand je t'entends parler, ça me fait penser à un élément dont tu parles dans le livre, qui est l'impuissance acquise. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'impuissance acquise, et nous expliquer ensuite comment on s'en sort? Est-ce que c'est par l'action? Comment ça marche? Donc, l'impuissance acquise, on parle aussi parfois de résignation acquise. C'est un concept qui a d'abord été développé par un psychologue américain qui s'appelait Martin Seligman dans les années 60, qui était un spécialiste de la dépression. Et il voulait comprendre ce qui amenait les gens à vivre des dépressions, surtout les dépressions qu'on appelle résistantes. Je déteste ce mot, mais moi je dis plutôt dépression chronique, c'est-à-dire des dépressions qui durent de longs mois, voire souvent même des années. Donc Seligman, il voulait comprendre qu'est-ce qui fait que les gens s'installent dans cet état-là, où le corps souffre terriblement, et qui peut amener au suicide. Et il a découvert, notamment avec des travaux avec des animaux, que l'impuissance acquise, elle arrive quand on a essayé un certain nombre de fois de changer son quotidien, d'agir en fait, et qu'on n'y arrive pas. Et on est en fait au bout d'un moment, effectivement, si on subit des échecs comme ça répétés liés à nos actions, on tombe en fait dans un état un peu d'apathie, de perte d'élan vital, où on n'arrive plus à agir, à faire le pas suivant. Et c'est ça qui amène à la dépression. Une vraie dépression, c'est vraiment
je n'arrive plus à me lever, j'arrive plus à emmener mes enfants à l'école, tout me coûte, je peux plus aller bosser souvent, et puis bien sûr tout ce qui va avec, problème de sommeil, d'appétit, etc., irritabilité, etc. Et ce qu'a compris Seligman, c'est que et c'est pour ça que la société en ce moment est selon moi dépressive en fait, c'est que effectivement quand on essaye d'agir mais qu'on n'y arrive pas, à un moment inévitablement on arrête d'agir. Et c'est ça l'impuissance acquise. Donc tu peux le trouver dans plein de situations, par exemple la parentalité. Moi j'ai 2 enfants qui sont ados maintenant, et je trouve que c'est un des plus grands défis de l'existence. Ça et le couple aussi, le couple c'est sacrément difficile. Surtout à 2, c'est ce que j'allais dire. Hein. Et non, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est ça, la relation sur le fait avec d'élever les des autres. enfants à 2, quoi. La relation avec les autres. Donc élever des enfants, c'est quand même un sacré défi. Et on revient à ce qu'on disait, effectivement, qu'avoir une tribu autour de soi, c'est quand même mieux. Mais donc, si je suis dans la situation classique, famille mononucléaire, alors imaginons en ville, avec des moyens peut-être limités en plus, une crise sociétale comme la crise Covid qui vient par-dessus. Enfin, tu vois, il y a un moment, en fait, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver, quoi. Donc, le corps, à ce moment-là, il va se mettre en mode veille, et ça peut s'appeler donc la dépression. Et la dépression, c'est en fait un arrêt de l'énergie, temporaire, mais qui peut durer très longtemps, où je suis en mode vraiment, tu vois, c'est comme un téléphone qui est en mode économique, quoi. Tu continues à fonctionner, tu ne meurs pas, mais tu es dans une espèce de vie par défaut, en fait. Quoi. Et on sait aussi, de par notre compréhension quand même de cette maladie, puisque ça peut en devenir une, que ça nous empêche aussi de nous suicider. Donc c'est pas très fun ce que je dis là, mais moi qui travaille en psychiatrie, je connais bien ça. En fait, l'état dépressif, ce ralentissement de tout le corps et des idées aussi, ça empêche aussi de passer à l'acte. Parce que parfois, quand tu perds le sens de ta vie, que tu trouves que finalement, il y a plus de souffrance que de joie, tu peux avoir légitimement envie de partir, quoi, de quitter cette existence, ça paraît logique. Eh bien, la dépression, elle arrive aussi pour te protéger de ce passage à l'acte. Ça, c'est la première fonction de la dépression, et pour moi, la deuxième grande fonction de la dépression. Donc, la première fonction, elle est à court terme, empêcher de passer à patresse, et la deuxième, elle est beaucoup plus existentielle, beaucoup plus profonde. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est te mettre face à ta vie, à ta façon de vivre, pour remettre en question des choses. Donc, par exemple, un burn-out professionnel, c'est une dépression. C'est pour remettre souvent en question ton boulot. Ton lieu de boulot, par exemple, ça peut être juste changer de boîte, mais parfois c'est changer de métier. Ça peut être aussi changer de lieu de vie, ça peut être changer complètement d'existence. Et la dépression et l'anxiété, c'est vrai aussi, mais à un degré moindre, elles ont cette fonction-là, de dire « Hé Coco, ça va pas en fait, il va falloir changer quelque chose ». Et c'est en ça que cette société dépressive actuellement est en crise, elle est aussi à un niveau sociétal pour nous aider à changer. Hyper intéressant. Et alors, au niveau individuel, pas au niveau sociétal, mais au niveau individuel, par quoi on passe? Comment on fait pour sortir de ce vide? Alors, c'était déjà ta question aussi. Comment on sort aussi de l'impuissance acquise? Eh bien, par plusieurs choses. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, ça serait trop simple, parce que on est là aussi, selon moi, on est incarné sur cette planète aussi pour vivre ça, en fait, pour traverser ça, ces moments de vide, de souffrance, et ainsi trouver en nous cet endroit de présence à soi, en fait, de sécurité interne, et c'est tout le chemin de toute une vie, et ainsi de trouver du sens, en fait. Pour moi, la souffrance, elle est là pour nous confronter à ça, y aller pleinement, et c'est pour ça que les problèmes des médicaments, ça sauve des vies, mais ça ne règle pas le problème, parce qu'il faut aller pleinement dans la souffrance à un moment. Il faut aller voir l'ombre, comme disait Jung, il faut aller dans cette nuit noire de l'âme, comme disait Saint Jean de la Croix, pour le traverser et trouver un moment, un endroit en nous de solidité. Mais ça, seul, on n'y arrive pas, à nouveau. Donc, il va falloir être aidé, déjà. Donc, ça, c'est la première grande piste, on va dire. C'est donc trouver du soutien, que ça soit auprès de ses proches ou auprès de professionnels quand il y a besoin. Et puis après, il y a l'action, en fait. Tu vois,
l'antidote de l'impuissance acquise, c'est la puissance acquise parfois. Surtout chez les gens très déprimés, parfois ils traînent ça depuis toujours. Moi, j'ai eu des patients, je pense des personnes qui étaient déprimées depuis l'enfance en fait. Donc tu vois, l'impuissance, elle est acquise solidement. Donc là, il va falloir renverser ça. Donc c'est là où évidemment seul c'est juste impossible, bien sûr. Parfois, il faudra des aides importantes de professionnels pour un moment, tu vois, repartir dans une autre dynamique du premier petit pas. Et ce qu'on voit beaucoup avec les gens dépressifs, c'est le travail dans les institutions, mais aussi des professionnels comme les psychologues en ville, où c'est le bon sens, c'est de trouver le premier petit pas. Et ce premier petit pas, parfois, c'est écouter un podcast comme le tien, par exemple. Lire un bouquin. C'est bien vu. Ou sortir ses baskets et juste aller dehors, tu vois. Appeler une copine. Regarder peut-être la télé, mais un truc qui me fait du bien, tu vois, qui me redonne en fait une petite flamme à l'intérieur. Et ça, c'est le premier petit pas qui va m'aider peu à peu à retrouver la puissance. Prendre un chien ou prendre un animal de compagnie, j'ai vu. Ouais, ça, les animaux. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bien sûr. Les animaux, c'est... Pourquoi et comment C'est magnifique, les animaux. C'est pas pour rien que c'est les compagnons de l'humain depuis toujours. Et puis, déjà, ça nous rappelle notre nature animale, moi, je trouve. Avoir un animal chez soi, c'est remettre du sauvage dans notre vie. Tu vois, c'est remettre aussi du bon sens. C'est remettre du terrien là où on est dans une société complètement hors sol. Donc déjà, tu retrouves, rien qu'en caressant un chat ou en sortant ton chien, quelque chose qui est déjà en toi. Et puis après, l'animal, il va te reconnecter en fait à l'énergie de vie, tout simplement. Il va aussi souvent te pousser à aller vers les autres. Il n'y a rien de mieux qu'avoir un chien, par exemple, pour sortir d'une dépression, parce que tu es obligé de le sortir. Donc tu es obligé de te sortir toi-même. Et puis tu rencontres d'autres gens qui ont des chiens aussi. Et puis après, là, on parle des chiens, des chats, mais on sait aussi que l'équithérapie, par exemple, avec les chevaux, ça, c'est formidable. Alors, les dauphins, c'est plus difficile à accéder, mais il y a des vertus, en fait, de plein d'animaux pour sortir, tu vois, de nous-mêmes, en fait. Et alors, je t'ai coupé parce que tu disais, ça, c'est le premier point, c'est repasser à l'action. D'ailleurs, ça me faisait penser... Quand tu disais ça, je me disais, bah oui, mais si de manière empirique, donc dans mon expérience de vie finalement, à chaque fois que j'agissais, ça fonctionnait pas, comment j'arrive à me... C'est quoi? C'est cette sorte de petit pas? Comment je fais pour me prouver? C'est un premier petit pas. Qu'en fait, ça peut fonctionner? Parce qu'en fait, quand tu es dans une dépression qui s'est installée, donc dans l'impuissance acquise, tu as cette croyance qui est fausse en fait, mais que tu prends pour vérité, c'est le propre des croyances, que de toute manière, quoi que tu fasses, ça marchera pas. C'est le fameux à quoi bon de la dépression. Sauf qu'en fait, c'est faux. C'est une croyance de ton esprit. Parce que tu as vécu plein d'échecs, donc du coup, logiquement, ton cerveau, il prend la voie la plus courte. Il dit, ça servira à rien de faire un pas de plus. Mais c'est faux. Et c'est là où il faut souvent quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'avant le petit pas, il faut d'abord quelqu'un. Tu vois, j'ai commencé par le quelqu'un et après le premier petit pas. Bien sûr, bien sûr. Et le quelqu'un, je sais pas, c'est ton pote qui va te dire... écoute, je passe chez toi ce soir et je ramène un repas et on tchatche, par exemple. Parce que quand t'es en dépression, t'as même pas envie de sortir pour aller boire un verre dehors. Mais n'empêche que ton pote qui débarque et qui prend du temps pour parler avec toi et qui va, par exemple, t'aider à mettre des mots sur comment tu te sens. Ça, par exemple, tu vois, c'est un premier petit pas. Parce que la parole est libératrice aussi. Et dans l'action, c'est plein de choses. C'est l'action, j'ai parlé par exemple, de sortir ses baskets, de lire un livre ou autre chose, mais parler est aussi un premier petit pas. Tu vois et puis après, il y en aura un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que peu à peu, on sort d'un état dépressif. D'accord. Et c'est pour ça que parfois aussi, les médicaments vont aider au début. C'est ce que je voulais dire. Une dépression n'a jamais été guérie par des médicaments, jamais. Par contre, elle peut être aidée, ou comment dire, on va dire que pour sortir d'une dépression, l'aide médicamenteuse est précieuse au début. Tu vois, ça remet de la batterie dans une voiture qui n'en a plus. C'est comme ton pote justement qui arrive, qui met les fils sur ta batterie et puis qui remet un peu de jus, puis toi tu reprends la route. Et là, du coup, vu que il y a un minimum de batterie, tu peux reprendre ton chemin. C'est à ça que ça sert des médicaments, et c'est précieux. D'accord.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important parce que, enfin, il y a plein de gens qui, en même temps, c'est tellement connoté qu'il y a plein de gens qui veulent vraiment pas y aller. Alors moi, j'ai eu cette chance de pas avoir d'événements suffisamment durs pour pas avoir besoin de prendre des antidépresseurs. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont autour de moi et qui peuvent être dans ces situations, que ce soit l'entourage proche ou les personnes qui sont ciblées entre guillemets, bah du coup il y a une vraie connotation quoi. À prendre des antidépresseurs, Ah oui. c'est un acte qui est difficile émotionnellement, Mm. je pense. Et puis si on peut utiliser d'autres moyens, c'est mieux. Il y a quand même, Oui. tu vois, en phytothérapie ou autre, il faut aller voir un naturopathe. Il y a quand même des choses qui peuvent déjà aider. Mais quand à un moment la dépression est installée depuis longtemps, bah, c'est pas mal quand même d'avoir une petite aide, tu vois. Mais ça veut dire, tu as raison, ça veut dire montrer sa vulnérabilité. Et ça, c'est pas facile, Hmm. de dire à quelqu'un, à un proche ou à un médecin, bah là, je vais pas bien, aidez-moi. Parce qu'on est dans une société où on Hmm. nous dit l'inverse quand même. On nous dit serre les dents, sois fort, réussis, te plains pas. Sauf que on est tous vulnérables parce qu'on est tous humains. Hmm. Hein. Et comme on revient au début, mais comme on est dans une société qui est très dysfonctionnelle en ce moment, Oui. bah, c'est plutôt normal de pas aller très bien. Enfin, je veux dire, et donc ça nécessite encore plus de travail, de liens, alors que tout nous emmène, en particulier les mobiles et les réseaux sociaux, dans l'autre sens, c'est-à-dire à rester seul, à se renfermer sur nous-mêmes. Il y a plus de lieux sociaux, enfin où il y a beaucoup moins de lieux sociaux parce que tu parlais des bars, des PMU, etc. Mais moi j'ai un ami dernièrement qui est parti en vacances avec des potes et il me disait mais en fait on était tous sur nos téléphones en permanence et si on n'avait pas eu nos téléphones ça aurait été des vacances complètement différentes parce qu'on se serait parlé, on aurait sans doute joué à des jeux de société, on aurait fait des trucs. Et là, tout le monde est sur son écran en train de regarder WhatsApp. Enfin, WhatsApp, encore, c'est pas le problème, mais Instagram, TikTok ou autre. Et ça, pour le coup, c'est plus un souci. Oui. Sauf si ça devient un usage social et que tu partages. Et là, c'est différent. Bah, c'est comme tout, en fait. Il y a rien à diaboliser, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et bien sûr qu'on n'est pas aidé. Moi, je trouve qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est quand même sacrément difficile pour plein de raisons. Entre autres celle-ci, ce raccourci là du lien social par les smartphones, qui est en fait une illusion terrible en fait. Et avec effectivement l'injonction globale d'aller bien. Et pour revenir à cette histoire de vulnérabilité, vulnérabilité, ça vient du mot latin qui veut le dire vulnerare, qui veut dire qui peut être blessé. Et de montrer qu'on est blessé, qu'on n'est pas bien, et de se montrer comme ça, bah ça c'est aussi un pas important, tu vois. Et de sortir ainsi de l'isolement. Je comprends. Et est-ce que des personnes qui font des crises d'angoisse, par exemple, ça s'associe à ça? C'est-à-dire c'est des personnes qui ont une forme de dépression qui vient. Comment toi, tu lis les crises, enfin, des grosses crises d'angoisse, j'entends. Oui. Alors, les deux grands modes de mal-être, on va dire, majeurs, c'est la dépression et l'anxiété. Et on a tous une tendance à être soit plutôt dépressif, soit plutôt anxieux quand les conditions sont défavorables. Réunis. Après, il y a des choses un peu plus compliquées comme la psychose et autres, mais les deux grands modes, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est un peu comme une dominante en nous. Et quand on se sent vide, parce que la vie, en fait, ne nous nourrit pas comme elle devrait, donc typiquement la crise de milieu de vie que j'ai mentionnée tout à l'heure, et ben soit on va être mal sur un mode dépressif, donc là c'est plutôt la tristesse, le ralentissement, quelque chose, tu vois, qui est très dans la perte d'énergie, on va dire. Soit je suis sur un mode anxieux, qui est à l'inverse plutôt une suractivation du système physiologique, avec un cerveau qui tourne là à l'inverse trop vite, et surtout sur des thèmes qui font peur. Et plutôt tourné vers le futur en fait. La dépression est plutôt tournée vers le passé, on va plutôt tu vois, être nostalgique d'avant, que c'était mieux avant, que ta. L'anxiété, c'est plutôt le futur qui fait peur.
Le futur, ça peut être demain matin ou dans 1 an ou dans 10 ans. Hein. Et dans l'anxiété, tu as quelque chose qui donc tourne trop vite et sur des thèmes négatifs, mais qui a finalement la raison de fond est la même que la dépression. Dans les 2 cas, c'est le vide, en fait, qui provoque soit des pensées tristes, soit des pensées anxieuses. C'est juste des manières différentes de réagir, qui sont, selon moi, plutôt innées, mais qui ont la même cause. Et parfois, tu as bien sûr un mix des 2. Et les médecins, ils appellent ça un syndrome anxio-dépressif. Donc ça, c'est une grosse famille fourre-tout. Et c'est pas mal que ça soit un peu des fois mixé, parce que c'est pas le plus important, c'est pas de savoir si on est plutôt dépressif ou anxieux. Le plus important, c'est de comprendre, déjà d'identifier qu'on va pas bien, et après de comprendre d'où ça vient. Et souvent, donc c'est là où on descend encore plus bas, c'est une perte de sens. Et c'est là où on va en fait être amené à descendre, tu vois, à contacter en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis si anxieux ? Qu'est-ce qui fait que je suis si déprimée ? C'est parce que ma vie en ce moment, elle me convient plus. Et peut-être depuis longtemps. Et que pendant un bout de temps, j'ai un peu colmaté ça avec plein de choses liées à la vie moderne. Mais que là, en fait, je tiens plus. Et c'est là où je vais, on dit décompenser en psychologie, c'est-à-dire que il y avoir un effondrement, en fait, tu vois, des défenses psychologiques, soit sur un mode dépressif, soit sur un mode anxieux, soit un mix des 2, un truc un peu indéfini, où là, souvent, ce qui suit après, c'est souvent arrêt de travail, et tutti quanti, quoi. Et d'ailleurs, le livre, il parle beaucoup de la perte de sens et de retrouver du sens. Et il y a un élément, avant qu'on rentre là-dedans, qui m'intéressait. Tu dis dans le livre qu'il y a une partie de notre cerveau qui est responsable de la gestion du sens. Et ça m'a surpris parce que je n'étais pas du tout au courant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors là-dessus, moi, je vous invite à lire l'excellent bouquin de Sébastien Boller qui s'intitule « Où est le sens ?» Et donc, c'est quelqu'un qui a étudié ça de très près, avec plein de ressources scientifiques, et il nous explique que effectivement à l'intérieur de notre cerveau il y a une structure qui est responsable de la mise en sens de notre quotidien, et que l'humain est biologiquement programmé pour trouver du sens quoi qu'il arrive, parce que ne plus trouver de sens dans ce qu'on vit, c'est terrible. En fait, ça rend dépressif, anxieux, voire ça rend fou. En fait, ça nous met dans un endroit où l'humain ne peut pas faire face. Donc, cette structure de notre cerveau, quand le monde devient imprévisible, tu vois, qui commence à manquer un peu de connu, donc qui commence à faire peur en fait, avec tu vois des incertitudes, et qu'est-ce qu'on vit depuis 3 ans, on vit que ça. Eh bien cette petite structure dans notre cerveau, elle s'active, on le voit très clairement en neuroimagerie, on est capable de voir ça. Cette structure, en gros, c'est un signal d'alarme qui dit ça ne va pas, là ça devient trop incertain, trop imprévisible, j'ai peur en fait. Donc si j'ai peur, il faut que je baisse ma peur. Et donc, de tout temps, l'homme a trouvé des remèdes à ça, à l'incertitude. C'est Louis Fouché, à nouveau, qui parle beaucoup de ça. Le premier grand remède qu'a trouvé l'humain, c'est dans la symbolique. Et ça, notamment avec les religions, les croyances, les mythes, de mettre un sens. Tu vois, au tout début de l'humanité, on avait des croyances qui peuvent paraître farfelues aujourd'hui, mais on pensait par exemple les éclairs, ça venait de Dieu, que c'était la colère de Dieu. Mais ça mettait du sens à un moment de l'humanité où on était très très loin de comprendre que tout ça c'était des phénomènes météorologiques, etc., etc. Donc on disait c'est la colère des dieux. Au moins j'ai un sens. Tu vois, si mon village est ravagé par une catastrophe climatique, c'est parce que la tribu n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas honoré les dieux. Ça, c'est la première médiation à la peur fondamentale face à l'incertitude, c'est de trouver une symbolique. Et c'est en ça que les religions ont structuré en fait notre société pour qu'on tienne en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on va mal aujourd'hui, c'est qu'on a perdu en fait. Pas tant les religions, parce que les religions, c'est pas ça qui compte, c'est le sens spirituel de l'existence, tu vois. Donc ça, c'est le premier remède à l'incertitude. Le deuxième, c'est les autres.
à nouveau. C'est la tribu, c'est le être ensemble, c'est le plaisir de vivre avec les autres, toutes les peurs, les colères, les tristesses que ça génère, mais aussi toutes les joies, l'amour, la paix, la compassion, toutes les émotions positives. Et ça, à nouveau, depuis 3 ans, on a été empêchés d'être en lien avec les uns avec les autres. Donc c'est pour ça aussi qu'on va mal. Et puis enfin, le troisième remède qu'a mis en place l'humain pour faire face à l'incertitude, c'est la technologie. Et la technologie aujourd'hui, c'est principalement ça qui est utilisé pour faire face à l'incertitude. Alors c'est des trucs très concrets, genre ton colis il est en retard. Tu as un petit SMS de la poste qui te dit ne vous inquiétez pas, il arrive demain. Eh bien, si c'est un truc important que tu attendais, tout de suite tu redescends un peu en stress. Ça c'est un micro exemple, mais parce que la vie elle est faite comme ça de micro stress en fait. Et puis les technologies plus avancées pour gérer notre stress, c'est par exemple, je parlais de la foudre et de la météo, c'est aujourd'hui tous les moyens technologiques qu'on a par exemple pour anticiper les choses. Quand t'es agriculteur, c'est quand même vachement pratique. Et puis je parle aussi dans le bouquin, je crois que je le mentionne, par rapport à la santé aussi, de savoir à l'avance que grâce à tes bilans sanguins et autres, tu as moins de chances de développer telle maladie ou tout ça. Ça peut être rassurant et en même temps, c'est un vrai piège. C'est un vrai piège aussi tout ça, parce que d'être tellement maintenant dépendant de la technologie pour plein de choses, que ça soit pour ton colis ou pour ton bilan sanguin, eh bien, ça nous met aussi, tu vois, dans des craintes qu'on n'avait pas avant, en fait. Avant, tu tombais malade, tu l'apprenais quand t'étais, tu vois, à 40 degrés de fièvre dans ton lit, et pas quand un médecin t'avait dit « Ouh là là, votre bilan est mauvais, vous risquez de faire ci ou de faire ça ». Et ce qui donne beaucoup plus de chances de déclencher cette maladie ou cet autre problème, tu vois. Donc les 3 grandes remédiations, la symbolique, l'autre et la technologie, elles sont toutes indispensables, mais à bonne dose. En fait, tu vois, sans remettre complètement à Dieu, comme à l'époque, c'était sûrement excessif. Sans remettre qu'aux autres, c'est aussi problématique, parce qu'il y avait des moments où si on va être seul, il va falloir faire face, tu vois. Et sans remettre que à la technologie, c'est évidemment aussi une impasse. Donc, le remède doit être un savant dosage de tout ça, en fait. Et d'ailleurs, quand je t'écoute parler, je me dis, c'est vrai que quand il s'arrive quelque chose de malheureux, ou quand il arrive quelque chose de malheureux à quelqu'un, on dit, mais pourquoi ? Je sais pas, je pense à des trucs horribles, genre ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes enfants décèdent dans un accident de voiture. Mais il n'y a pas de raison, en fait. Malheureusement, c'est pas une expérience de la vie. Il n'y a pas forcément de sens particulier. Mais par contre, on a besoin d'en trouver un. Parce qu'on a besoin d'être soulagé d'une manière ou d'une autre. Oui, et donc c'est un très bon exemple. Et ça, on a besoin d'être soulagé. Donc, tu vois, par exemple, on sera peut-être soulagé si on apprend que le décès de cette personne, c'était lié à telle maladie, parce qu'il y avait ta. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est parce qu'on a des connaissances. Mais parfois, c'est insuffisant. Donc là, il faudra l'aide des autres, par exemple, pour à un moment faire son deuil et par exemple, rencontrer quelqu'un d'autre, si c'est un conjoint qu'on a perdu, tu vois. Donc ça, c'est le lien aux autres qui va nous aider. Et puis enfin, il y a aussi la symbolique, c'est-à-dire toute la sphère beaucoup plus existentielle et spirituelle de la mise en sens des épreuves. C'est-à-dire que, au fond, pourquoi on vit tant de souffrance sur cette terre, Pourquoi on est dès la naissance dans la souffrance. Enfin, la naissance elle-même est un immense lieu de souffrance. Et puis après, on va vivre plein de séparations, donc plein de souffrances plus ou moins grandes selon notre trajectoire de vie. Mais de la naissance jusqu'à la mort, on vit quand même des choses très dures. Et c'est là où, moi, je trouve que la déconnexion du spirituel et du sacré, qui est un vrai fléau dans notre société actuelle, explique beaucoup de la souffrance de nos frères et sœurs humains. Parce qu'on n'a plus ça, en fait. Beaucoup de personnes croient qu'on n'est que matière, qu'on va finir mangé par les vers de terre. C'est tout le modèle matérialiste, cartésien, qui nous a fait perdre, selon ma croyance en tout cas, une grande partie du sens de l'existence.
Et ça, c'est en ça qu'à nouveau la crise, elle est pour moi une bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir retrouver cette nature profonde. Et justement, c'était un peu ma question. Enfin, comment on fait pour retrouver du sens si tant est que tu as une réponse? Parce que, enfin, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est revenir à une forme de sacré, revenir à une forme euh, de sacré, de prendre des repères ancestraux, de retrouver une forme de rite, de retrouver une forme de communauté. Et ça, en fait, ça suffit. Enfin, ça suffit, c'est déjà très compliqué à faire, mais à retrouver du sens. Ben, ça suffit. Oui et non, ça dépend ce qu'on attend derrière. Hein. Hmm. Je crois que jusqu'à la fin de notre vie, euh, on va être dans une quête de sens. Et bon, moi j'ai que 45 ans, hein, 46, donc peut-être je dirais autre chose dans 10 ans, dans 20 ans, ou au seuil de la fin de cette existence-là, tu vois. Mais moi, ce que je comprends aujourd'hui, hein, de ma petite fenêtre, c'est que c'est infini, en fait, cette quête de sens. Mais personnellement, moi, ce que j'expérimente dans ma propre existence, c'est que les moments où je peux être dans mes angoisses, par exemple, parce que moi j'ai plutôt un versant anxieux, eh bien ça m'invite à chaque fois à aller un peu plus loin à l'intérieur de moi, dans mon ombre en fait, dans les parties de moi qui souffrent, pour euh, euh, pour à chaque fois, tu vois, comment dire, trouver du sens à, par exemple, à une angoisse, me dire que je peux la traverser, que je vais pas mourir de mon angoisse, par exemple, et que plus j'arrive à contacter ces émotions profondes, donc chez moi c'est plutôt l'angoisse, et bien plus je suis aussi en contact après, quand je vais mieux, avec les émotions agréables, la joie, l'amour, les sentiments aussi de compassion, de paix. Et personnellement, mon chemin, moi je le vois avec une grande partie de ma vie où j'étais coupée de mes émotions, tu vois, j'étais dissociée. Parce que quelque part, je trouvais que la vie n'avait pas de sens, de par ce que j'avais vécu personnellement et puis de ce que je voyais de la société, tu vois. Et en travaillant peu à peu sur moi, en rencontrant des gens, en me connectant aussi au sacré, enfin, tout ce que j'ai dit là, et ben petit à petit, à la fois j'ai rencontré plus mes émotions difficiles parce que j'étais moins dissociée, j'étais plus en contact avec moi-même. Donc là, c'est des passages sacrément douloureux, hein, euh, qui peuvent être donc des dépressions chez certains. Mais en même temps que tu découvres ça, que tu découvres les ombres, en fait, tu découvres aussi la lumière, hein, la beauté de la joie, partagée avec tes enfants, par exemple. Moi, je me sens beaucoup plus proche de mes gamins maintenant que quand ils étaient petits. Et en même temps, parfois, j'ai vachement plus d'angoisse pour eux que quand ils étaient petits. Parce que quand ils étaient petits, je crois que j'étais en mode robot, tu vois, en mode dissocié. Et je le suis de moins en moins. Donc, mes angoisses sont plus fortes, peut-être, mais mes joies et mon amour pour eux sont plus forts. Et pour moi, c'est ça le sens, en fait. C'est de cheminer vers ça. Quand tu parles de la dissociation, il y a un élément qui m'a marqué dans le livre, et parce que je ne l'ai jamais compris. Et je ne sais pas si c'est lié à la dissociation, mais dans la manière dont on parle, j'ai l'impression que si. C'est la scarification. C'est-à-dire, et tu dis, en fait, c'est un élan de vitalité, la scarification. Et j'aimerais bien comprendre ce phénomène. Mm. Les personnes qui se scarifient, donc qui se coupent, hein, qui se font du mal, c'est pour retrouver un sentiment de vie qu'ils n'ont plus. Parce que la dissociation, effectivement, est trop importante. Donc, c'est pourquoi il y a des dissociations? Parce qu'il y a eu des traumatismes graves, hein, pour en arriver à ces extrémités, évidemment, hein, c'est souvent des traumas importants et qui ont duré longtemps. Et donc la personne, pour survivre à ce qu'elle a vécu, elle s'est dissociée, on dit. C'est-à-dire qu'elle s'est coupée de ses émotions. Et se couper de ses émotions, c'est d'abord se couper de ses émotions douloureuses, hein, la colère, la tristesse, l'angoisse. Mais le problème, c'est que ça coupe pas de manière sélective. Hein, tu fais pas la liste des émotions que tu vas couper. En fait, c'est toutes les émotions qui sont coupées. Donc, sont aussi éloignées de toi la joie, l'amour, la fierté, le plaisir en général,
parce que c'est un package en fait. La dissociation, c'est un mode on-off, avec des variations quand même. Il y a des gens qui sont très dissociés, un peu dissociés, mais globalement, tout ce qui va être émotionnel va être amoindri, voire déconnecté. Donc quand tu vis ça depuis longtemps, eh bien c'est insupportable. Et ça, il faut effectivement, je pense, avoir parlé longuement avec des gens qui vivent ça pour le saisir complètement quand on l'a pas vécu soi-même. Et moi, donc forcément en psychiatrie, j'ai beaucoup entendu des gens me parler de cette souffrance abyssale en fait, des personnes qui te disent mais je ne ressens rien, je suis vide, avec des images parfois où ils se décrivent eux-mêmes comme étant un puits, un trou, le désert ou un vide intersidéral du cosmos par exemple. Et ça, c'est pour l'humain, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc il y a une partie de nous qui va déclencher quelque chose pour que la vie revienne. Et étonnamment, c'est vrai que de l'extérieur ça peut paraître étonnant, le fait de se couper, ça relance en fait une pulsion de vie à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Déjà parce que t'as mal, tout simplement. Donc c'est très physiologique. En fait, tu as mal, donc tu ressens ton corps. Alors que jusque-là, tu avais l'impression de ne plus habiter ton corps. C'est ce que disent les gens. Ils disent « je ne suis pas là, je suis à côté de moi ». Donc déjà, tu as mal. La vision si souvent du sang, le rouge en fait du sang aussi te ramène. Tu as aussi au niveau physio, on le sait, un pic d'adrénaline notamment, d'hormones voilà de ce type-là, avec après des endorphines aussi qui font qu'il y a aussi un bien-être après. Et puis il y a même aussi au niveau des pensées quelque chose qui fait comme un shoot en fait. Donc les scarifications, c'est très rapide, très aigu, donc quelque part très efficace, malheureusement, parce que tu peux aussi devenir addict en fait à la scarification. Et ce n'est pas une invitation à se scarifier. Non, c'est ça, je précise. Et après, tu as plein d'autres moyens pour retrouver cette vie quand tu la sens plus à l'intérieur de toi. Donc, par exemple, tu as les gens qui pratiquent des sports extrêmes de manière un peu intensive et un peu addictive. Souvent, c'est aussi des personnes qui ont du mal, à être dans leur corps. C'est vrai aussi du sexe, des conduites sexuelles comme ça, un peu excessives, on va dire. C'est vrai de toutes les substances. Toutes les drogues, et ça peut être aussi le boulot, ça peut être aussi passer son temps, à faire des comment on appelle ça, des jeux d'argent, tout ce qui génère en fait un pic à l'intérieur de soi d'adrénaline, de vie entre guillemets. Mais c'est un vrai problème parce que tu peux devenir accro à ça et tomber dans une spirale à la fin qui est plutôt toxique. Mais à la base, c'est une pulsion de vie. Ok, je comprends. Et puisque tu parles du corps, ça me donne l'occasion je te disais avant qu'on commence que j'adorais cette citation de Gandhi que tu as écrite dans le livre, mais du coup, c'est la porte ouverte parfaite pour que je la sorte et que les personnes l'entendent et que tu puisses rebondir dessus. C'est prendre soin du corps est un essentiel pour que l'esprit puisse faire son travail quotidien et que l'âme ait envie d'y rester. Et j'avais trouvé ça hyper beau, effectivement, parce qu'on est dans une société tellement intellectualisée, tellement comment tu l'as appelé, psychologisée, oui. qu'on prend pas soin du corps. Non, et puis dans cette phrase, moi j'aime bien parce que elle reprend la triade essentielle que nous sommes, nous les humains, c'est-à-dire qu'on a un corps, un esprit et une âme. Et on est dans une société, effectivement, où le corps, on l'a oublié, l'âme aussi, souvent. Et on croit qu'on est des purs esprits. Ça, c'est tous les méfaits, en fait, de la philosophie cartésienne. Je pense donc je suis. Oui, je pense donc je suis, mais je suis aussi tellement d'autres choses. Je suis un corps qui vibre, qui est vivant, qui souffre, mais qui est aussi un corps de plaisir et de connexion à l'autre. Et puis je suis aussi, selon moi, une âme avec toute la dimension spirituelle. Et le corps est une porte majeure pour retrouver du sens. Parce que c'est par le corps d'abord que je souffre. Les crises d'angoisse, par exemple, pour ceux qui en ont déjà fait, ils seront d'accord avec moi, c'est très physique. T'as ton cœur qui s'emballe, tu sues, t'as l'impression que tu vas exploser. Enfin, c'est très très physique. Et la dépression, c'est très physique aussi. À l'inverse, c'est que t'es plus dans ton corps. Et puis avec tous les troubles aussi qu'on voit. Et puis il y a toutes les maladies
sont, on le sait, très très souvent liés à des problèmes psychologiques, en tout cas qui s'allient à des causes biologiques, mais qu'on n'a pas réglées. Donc le corps est ce lieu d'alerte en fait de quelque chose qui ne va pas. Donc c'est d'abord une fonction un peu de diagnostic entre guillemets, tu vois, ça c'est un système d'alarme, et puis après c'est l'endroit de guérison. Parce qu'en prenant soin de son corps, déjà en ayant une qualité de vie la plus équilibrée possible, donc alimentation, sommeil, etc. Déjà, c'est prendre soin de ce véhicule sacré qu'on a, et on n'en a qu'un, pour cette incarnation en tout cas. Et puis, c'est aussi le lieu où tu vas aller rencontrer les origines de ta souffrance. Parce que le corps, c'est aussi le lieu de la mémoire. Quand tu as vécu un trauma dans l'enfance, par exemple, peut-être ton esprit il s'en souvient pas, mais ton corps, il s'en souvient. Et là, il y a ça, on connaît bien ça en psychologie, tous les phénomènes de résurgence en fait de trauma qui avaient été refoulés, tu vois, par le biais du corps. Les gens, par exemple, qui se mettent à avoir des problèmes somatiques qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'en fait, il y a des traumas qui sont en train de remonter. Donc, on va aussi aller voir, grâce au corps, les endroits de souffrance non guéris. Et je te pose une question pour un ami auquel je pense qui a une théorie en parlant du corps et qui me dit que le sexe, ça peut permettre aussi de remettre de la joie, parce qu'en fait c'est très corporel par définition, et à moins d'avoir eu des traumatismes, ce qui est encore un cas un petit peu à part, ça peut te permettre de reconnecter aussi. Et lui, il défend beaucoup cette théorie, donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Absolument. Le couple et le sexe sont des portes vers le sacré. Il y a beaucoup de personnes comme Christiane Singer, que je citais tout à l'heure, qui parlent de ça. Aruna Lipsich aussi en parle avec la voix de l'amoureux. Et puis c'est toute la philosophie du tantra, que moi je connais pas très bien, mais du peu que je sais, passer par le corps et le sexe peut permettre de vraiment de reconnecter à des parties lumineuses de nous, en fait. Et ça, c'est toute la voie du tantrisme qui est très précieuse et qui peut être aussi une source de guérison quand on a vécu des traumas graves, notamment sexuels, mais qui doit être fait toujours avec des gens très sérieux, très professionnels, parce qu'il y a aussi là, comme partout, parfois, un peu de tout, quoi. Mais oui, je suis bien d'accord avec ton ami. Ok, je note, j'enverrai l'épisode exprès. Merci beaucoup, Gwenaëlle. C'est passionnant. C'est pas un sujet très heureux, mais en même temps qui est extrêmement actuel, donc c'est essentiel de le traiter. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. J'ai envie d'ouvrir à la reconnexion, à soi, aux autres et au sacré. Parce qu'on souffre en fait de déconnexion. Donc rouvrons un peu, tu vois, les portes en fait. Reconstruisons des ponts vers soi-même, vers l'autre, vers l'invisible aussi. Et donc ça peut commencer par... parce que je connais des gens qui sont très seuls, et je me dis ça peut commencer par... Parce qu'il y a des gens qui savent même pas par quelle boule prendre, tu sais, qui se sont rendus seuls au fur et à mesure, qui se sont enfermés dans leur solitude, ils l'ont créé finalement, leur solitude. Et du coup, ils savent plus très bien par quelle boule prendre. Comment tu reconnectes. Et moi, je me dis que peut-être une bonne manière de le faire, c'est de s'inscrire dans un club XY pour apprendre X ou Y chose. Ou peut-être de prendre un animal de compagnie, d'aller le balader, de rencontrer des gens qui ont un chien, typiquement, parce que le chat, on le balade moins. Ça peut être ce genre de choses aussi pour commencer à reconnecter avec d'autres personnes, peut-être. Oui. Et puis juste avant ça, il y a l'étape de la curiosité. Redevenir un peu curieux. Curieux de son mal-être. Pourquoi je vais pas bien ? Tiens, je vais lire un bouquin, écouter un truc, et puis me mettre après en action. Ok. Ouais, c'est l'action qui compte, pas que l'intellectualisation. Eh oui, toujours. On n'est pas des êtres désincarnés qui flottons dans l'air, tu vois. On est des êtres avec un corps de matière, donc qui souffre, mais qui est aussi un lieu de grande joie. Et donc, c'est vraiment de revenir à l'agir, quoi. La puissance d'agir, dont parle aussi Spinoza, qui était un philosophe, mais un psychologue qui avait 400 ans d'avance sur les psychologues d'aujourd'hui. Clairement.
Et il parle de ça Clairement. beaucoup, la puissance d'agir. Parfait. Bon, on pourrait continuer très longtemps, je crois. Oui. Mais on va devoir s'arrêter. J'invite les personnes à acheter le livre, voilà, pour aller plus loin. Merci beaucoup, Gwenaëlle. C'était super. Merci beaucoup, Grégory. Merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.